Bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice qu'on peut trouver dans exercice de mathématiques pour l'agrégation interne. C'est un exercice qui concerne les matrices nilpotentes et puis qui est aussi d'intérêt général, je trouve. Il m'a été signalé par mon ami Riri, qui intervient aussi sur cette chaîne. Alors voici l'énoncé de l'exercice. Première question, on a AB des matrices. On peut être sur n'importe quel corps en fait. Mais si vous voulez, vous pouvez estimer que c'est le corps des complexes si ça vous permet d'être plus à vos aises. Et on suppose que les matrices vérifient AB moins BA égale B. Très bien. Il faut montrer que B est nilpotente. Voilà. La deuxième question, qui monte un tout petit peu en puissance, on suppose maintenant que AB2 moins B2A est égal à B. Il faut montrer que B est également nilpotente, et cette fois-ci d'indice impair. L'indice de nilpotence, finalement, ça veut dire que son polynôme minimal, c'est x puissance m, et m est impair. Voilà. Juste avant de commencer, je me suis assuré que ce genre de choses pouvait arriver. C'est-à-dire qu'on ne tombait pas dans un traquenard d'un truc impossible et qu'on risque pas de se retrouver face à des absurdités qui rendent fou. Donc, regardez, oui, effectivement, prenez, si n est égal à 2, vous allez prendre la matrice 1 demi de E11 moins 1 demi de E22. Alors, EIJ, ce sont les matrices élémentaires. Donc ici, ça veut dire que c'est cette matrice-là pour A. Et B, c'est E12, donc ça veut dire qu'il y a juste un 1 ici en haut à droite. Eh bien, ça va marcher. Alors c'est très facile, vous voyez, quand vous allez multiplier A fois B, il va y avoir uniquement 1 demi de E12, et le moins fois le moins qui va faire plus 1 demi de, encore une fois, E. Donc quand on va multiplier B par A, E12. Voilà. Donc ici, on retombe bien sur 2 demi, donc E12. Donc B. Maintenant, dans le deuxième cas, j'ai pris A égale E21 moins E32. Là, j'ai pris N égale 3. B, c'est E12 plus E23. Et je trouve évidemment B2 égale E13. Donc avec la multiplication des matrices élémentaires, c'est vraiment élémentaire. Vous voyez, vous l'avez directement, ça. Et AB2, ça va faire E23 moins moins. Et là, on va avoir E12. Voilà, donc on retrouve bien B. Voilà, c'était une petite vérification. Ce que je trouve sympathique, c'est, regardez, vous avez B qui est concentré ici, d'accord, pour le petit 1. Eh bien, pour que AB moins BA soit égal à B, je prends des choses qui sont de... Si j'appelle le degré de la matrice EIJ, bon, le degré qui peut être négatif, c'est J moins I. Alors, ici, B est de degré 1. Et donc, pour que là, j'ai du degré 1, il faut que je prenne A de degré 0, quelque sorte. Vous voyez l'idée? Ici, vous avez B qui est de degré 1, B2 qui est de degré 2. Donc, je vais prendre A de degré moins 1 pour que ça ramène le degré 2 sur du degré 1. C'est astucieux. Voilà. Ok, bon, n'empêche qu'il faut résoudre l'exercice. Là, c'était juste pour trouver des exemples pour montrer qu'on n'était pas en train de nager dans le vide, quoi. C'est rassurant. Alors maintenant, on va passer à la correction. Et cette correction va faire venir, featuring, les dérivations de Mn de K. Donc, après, on peut le faire par plein de méthodes, mais ce que je trouve agréable dans cet exercice, c'est qu'il nous initie finalement à la notion de dérivation. En tout cas, il y a une méthode qui peut nous initier à cette notion. On connaît les automorphismes quand on est sur une algèbre, là c'est l'algèbre des matrices. On connaît nettement moins les dérivations de l'algèbre des matrices. Et là, voilà, ça permet d'introduire cette notion-là. Et pour ça, déjà, ça vaut le coup.
Et en plus, ça peut être placé à l'interne dans un oral 2. Alors, on y va pour la correction. Tout le secret, en fait, c'est dans le fait que si je regarde l'application qui a M donne AM moins MA, où A c'est une matrice fixée, donc c'est un endomorphisme de Mn de K, d'accord? Vous voyez bien que c'est un endomorphisme, hein, c'est linéaire. Ça va, c'était là. Donc, cet endomorphisme est une dérivation. C'est pour ça que je vous parlais de dérivation ici. On a dA de Mn est égal à dA de M fois N plus M dA de N. Ça vaut le coup de s'y arrêter 5 minutes. Parce que, regardez, hein, bon d'abord comment ça se montre? Ben oui, parce que ici vous allez écrire AM moins MA, et ici vous allez écrire AN moins NA. Et donc il va y avoir disparition du terme MAN qui est en négatif ici, et MAN qui est en positif ici, ce qui fait qu'il va rester AMN moins MNA. Voilà, donc cette égalité, elle est claire. Mais cette égalité, c'est exactement la dérivation. C'est-à-dire, vous voyez bien que la dérivée d'un produit, UV, c'est U'V plus UV'. Donc on a exactement une dérivation, ça valait le détour. Vous voyez? Donc ici, regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde dA de M puissance K, alors on a envie de dire, bah, c'est une dérivation, donc ça va faire K, M puissance K moins 1, fois la dérivation en M. Ça, c'est les formules qu'on connaît de dérivation. Mais ce sont des formules commutatives. Normalement, c'est pas ça. Mais en fait, oui, dans notre situation, ça va marcher. C'est-à-dire que si la dérivée de M, donc la dérivation appliquée en M, donc dA appliquée en M, commute avec M, alors, bah, vous voyez directement que dA de M puissance K, ça va être K, M puissance K moins 1, dA de M. C'est une récurrence immédiate à partir de cette formule, et qu'à chaque fois, je peux commuter. Voilà. Regardons ce qui va se passer ici. Je regarde dA de B puissance K. D'accord? C'est-à-dire A, B puissance K, moins B puissance K, A. Eh bien, j'affirme que c'est K fois B puissance K moins 1, comme je vous le disais, fois dA de B. La dérivée en B. Mais la dérivée en B, c'est B. Donc ça fait K, BK. Alors, si on a besoin de se rassurer, on le prouve, sans parler de dérivation. Regardez, on le fait par récurrence. C'est vrai pour K égale 1, donc l'initialisation ne pose pas de problème. Et maintenant, on suppose que c'est vrai pour K-1, et on a dA de BK, c'est dA de BK-1 B. J'applique cette formule. Donc ici, j'ai dA de BK-1, c'est K-1, BK-1 par récurrence, fois B, plus BK-1 fois dA de B. Mais dA de B, d'après ça, c'est B. Donc vous voyez bien que ça fait bien K, BK par récurrence. Bon, vous l'avez compris, hein, je suis joueur, et là, je voulais jouer avec les dérivations, et c'est ce qui m'intéresse dans cet exercice. Alors, regardez maintenant, dA, j'ai dit que c'était un endomorphisme de Mn de K. Supposons que BK soit différent de 0, quel que soit K. Alors, ça veut dire que BK est un vecteur propre pour la valeur propre K de l'endomorphisme dA. Ok. Bah oui, mais il peut pas avoir une infinité de valeurs propres, puisqu'on est en dimension finie. Donc à un moment, BK va s'annuler, ne pourra pas être vecteur propre, et donc B est nilpotent. On a montré ça. Alors, bon, une autre méthode alternative, vous voyez bien qu'à partir de là, quand on est dans im de dA, la trace est nulle, puisque la trace de AB est égale à la trace de BA. La trace, c'est linéaire. Donc, ça veut dire que B est de trace nulle. Mais d'après ça, BK est de trace nulle. Alors vous savez que c'est un critère de nilpotence. Si la trace de BK est
toujours nul, quel que soit k différent de 0 évidemment, alors B est nilpotente. C'est un critère de nilpotence que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrique. Placement de produit. Alors maintenant, deuxièmement. Ici, on suppose maintenant ceci, et qu'est-ce que ça nous fait? Toujours pareil, par récurrence, j'utilise dA de B de K, ça va faire K B de K moins 1. Vous faites cette récurrence, pour K égale 1, c'est vrai, c'est ça, et puis pour K quelconque, vous le supposez jusqu'à l'ordre K moins 1, et là, vous allez voir K moins 1, quand vous allez le faire pour B de K, ça fait K-1 B de K-3, quand on prend la dérivée pour B de K-2 ici, en appliquant la formule de récurrence de là, donc ça fait B de K-3 fois B2 évidemment, plus B de K-2 fois la dérivée de B2, donc B, d'après ça. Donc ici, ça nous fait bien exactement ce qu'on voulait là. Bien. Alors maintenant, on a notre formule de dérivation, toujours cette formule de dérivée d'un produit qui devient la dérivée d'une puissance, mais dans la situation où la dérivée et la fonction commutent. Voilà. Donc là, c'est la fonction ici, c'est une matrice. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus, comme dans cette situation-là, un vecteur propre, si c'est non nul. On peut quand même s'en sortir parce que cette formule, donc elle dit finalement que A, B puissance 2K moins B puissance 2K, A est égal à K, B puissance 2K moins 1, je peux l'écrire avec un autre endomorphisme que je vais appeler phi, c'est un endomorphisme de l'espace des matrices, c'est ABM moins MBA. Donc ici, ABM, si je prends M égale B puissance 2K moins 1, ça me dit exactement que phi de B puissance 2K moins 1, c'est K B puissance 2K moins 1. Ce qui veut dire, encore une fois, comme on est en dimension finie, et que là, les valeurs propres sont en ordre croissant, comme ça, strictement croissant, eh bien, ça ne peut pas croître indéfiniment, il ne peut pas y avoir une infinité de valeurs propres, et donc, B de K-1 ne peut plus être vecteur propre, donc sera nul, ce qui fait que B va être nilpotente. Alors maintenant, pourquoi l'indice est impair? Ça, c'est la question, ça c'est facile. Si l'indice était pair, pour ce cas-là, minimal, donc on aurait 0 ici, donc D à 0, ça ferait 0. Comme K est différent de 0, bien sûr, j'ai pris K différent de 0, eh bien, je vais avoir B de K-1 nul, ce qui est contraire à la minimalité. Donc, l'indice est forcément impair. Voilà, c'est terminé, mais je vais vous retenir encore 5 minutes pour la gloire, parce que il faut parler de ces histoires de dérivation. D'où vient cette dérivation? On connaît trop les automorphismes intérieurs de Mn de K, quelque sorte, c'est-à-dire la conjugaison, P, M, P-1, donc M donne P, M, P-1, qui est un automorphisme des matrices. Ça, on l'utilise tout le temps. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des dérivations de l'algèbre des matrices. Et ça vaut le coup d'y jeter un petit coup d'œil, ce qu'on va faire rapidement. Alors, je devrais en avoir juste pour 5 minutes, mais normalement, ça vaut le détour. Ce qu'on connaît, c'est les automorphismes de Mn2. On va être sur Mn2C. Alors, les automorphismes de Mn2C, oui, les automorphismes intérieurs en quelque sorte, c'est-à-dire AM, A-1, c'est la conjugaison, c'est la relation de similitude, c'est ce que, voilà, les classes de similitude des matrices, tout le monde connaît. On a AM, A-1, qui est un automorphisme. Ici, c'est plus que GL, c'est plus que le groupe linéaire, parce que ça tient en compte la structure d'algèbre de Mn2C. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous regardez l'application qui a A donne phi de A, et phi de A va de Mn2C, qui a M associe à M A-1, non seulement c'est linéaire, non seulement c'est inversible, mais en plus, ça vérifie quelque chose avec la multiplication, c'est-à-dire phi A de Mn égale phi A de M fois phi A de N. Voilà. Et vous avez ici ce qu'on a appelé DH de M, qui va de Mn2C dans Mn2C à M associe HM moins MH.
Et ça, c'est pas un automorphisme, mais ça voit d'une certaine manière, bon, d'abord c'est linéaire, c'est plus du tout inversible, mais c'est linéaire. Et en plus de ça, ça voit quelque part la structure d'algèbre de Mn de C, puisque la multiplication, ça va vérifier dH de Mn égale dH de M fois N, plus M dH de N. Voilà, ce qu'on appelle une dérivation. Alors, je le mets sous cette forme. Phi va de GLN de C dans haute de Mn de C, qui A donne phi de A, l'automorphisme intérieur par A. Et ici, je vais regarder l'application linéaire, qui a H associe DH dans l'espace des dérivations de Mn de C. Voilà. Bon, on vient de voir que c'était une dérivation. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ce DH ici, c'est rien d'autre que la différentielle de phi en l'identité quand on a mis sur tous ces objets une structure différentielle. C'est-à-dire que ici, on sait que GLN de C, c'est un ouvert dense dans Mn de C, donc Mn de C, bon, bah, c'est une variété différentielle, et ici, bon, on est dans GLN de Mn de C, d'accord? Pareil, c'est un ouvert dense de L, de l'espace vectoriel L de Mn de C. Donc ici, à densité près, on habite dans des espaces vectoriels, donc on n'a pas de mal à se dire que c'est différenciable, et on prend la différentielle, mais en l'identité, parce qu'ici, on a l'identité, puisqu'on est dans GLN de C, c'est un groupe, hein, donc on a l'identité, et j'affirme donc que dH de M, qui a été défini tout à l'heure, c'est la différentielle, ici, de phi en l'identité. Attention, hein, c'est pas la différentielle de phi de A en l'identité. Phi de A est linéaire, donc sa différentielle, c'est elle-même. C'est la différentielle de phi elle-même. Regardez, pourquoi? Il faut montrer que phi de in plus h, bah, c'est phi de in. Alors, phi de in, évidemment, c'est l'identité de Mn de C, plus dh. Donc ça, c'est bien linéaire en h. Hein, h donne dh et linéaire en h. Vous le vérifiez facilement. Plus des termes de degré strictement supérieur. Donc regardez, pour montrer ça, ben, je vais l'appliquer en M. Donc quand j'applique en M, ici c'est phi ici de ça en M. Donc c'est IN, par définition, c'est IN plus H, M, IN plus H moins 1. Ok. IN plus H, M, je le laisse. IN plus H moins 1, bon, H est suffisamment petit pour que je sais que GLN de C, c'est un ouvert. Hein, donc, pour H suffisamment petit, là, je suis dans GLN de C. Et pour H suffisamment petit, je vais avoir ceci qui est une série géométrique hein, de raison moins H. IN moins H plus H2 moins H3, etc. D'accord. Donc, on va avoir IN moins H, puisqu'il y a le moins 1, plus bah, des termes de degré strictement supérieur à 1. Donc quand on va développer tout ça, on va avoir IN, M, IN, donc M. On va avoir HM, HM. On va avoir moins MH, et ensuite des choses qui sont au degré strictement supérieur à 1 en H. Voilà. Donc on reconnaît M, bah, c'est identité de M, donc c'est ce qu'on voulait, bingo. Et HM moins MH, qui est de degré 1 en H, qui est le DH de M. Donc bingo aussi, et le reste, c'est des termes de degré strictement supérieur à 1. Donc vous voyez que ce que j'ai montré ici, par unicité de Taylor en quelque sorte, c'est que DH, c'est la différentielle de cette chose qu'on connaît bien, qui est la conjugaison. Mais pas la conjugaison en tant qu'automorphisme, mais l'application qui a A donne la conjugaison en A. Voilà. Alors, bon, si je raconte ça, c'est parce que on est à la lisière de la théorie de Lie. Voilà. En général, dès qu'on a un automorphisme dans le cadre des variétés différentielles, eh bien, on obtient sur les espaces tangents une dérivation. Ce qui veut dire que si on arrive à faire d'un groupe une variété différentielle, donc un objet qui a des espaces tangents, alors, puisque dans un groupe, on a l'action de conjugaison,
on va pouvoir prendre la différentielle et obtenir sur l'espace tangent, mais en l'identité, parce que ici, quand vous avez l'identité, ben, phi de A, ce sera forcément l'identité. Donc, si on est sur un groupe G, qui a une structure différenciable, eh bien, on va récupérer sur l'espace tangent l'identité en G et un crochet de Lie, c'est-à-dire une dérivation. La différentielle d'un automorphisme est une dérivation et c'est ce qu'on récupère sur l'espace tangent. Donc finalement, on fait de la linéarisation des groupes. Et ça, c'est l'idée de Sophus-Lie. Je voulais en parler. Voilà. Le fait que ce soit une dérivation, c'est ce qu'on appelle l'identité de Jacobi, que vous pouvez trouver sur la grande toile. Voilà, là c'est vraiment terminé.